En fait, si on veut sortir de l'impasse dans laquelle l'agriculture conventionnelle est arrivée, la meilleure chose à faire, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres régions du monde, en fait. Puisqu'il y a d'autres formes d'agriculture qui ont été inventées ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et là, il y a énormément d'idées et de solutions pour nourrir le monde, pour résoudre les problèmes environnementaux, etc. Et en fait, une chose importante, c'est de comprendre que l'agriculture dans le monde aujourd'hui pourrait très largement nourrir plus que l'humanité actuelle. Le problème, c'est que l'agriculture conventionnelle a concentré les richesses agricoles et les filières agricoles, a amené à ce qu'un certain nombre d'agriculteurs de plein de pays du tiers-monde n'ont plus les moyens de se nourrir, n'ont plus les moyens de gagner leur vie. Et paradoxalement, ils vendent des produits de rente pour l'Occident et ensuite ils n'ont plus de quoi s'acheter, de quoi manger eux-mêmes. Et donc, la question qui se pose, en fait, c'est pas une agriculture qui produit le plus possible sur une unité donnée. La question, c'est comment est-ce qu'on va redonner à l'ensemble du monde paysan les moyens de se nourrir lui-même, d'être autonome en termes de ressources, etc. Parce que la faim dans le monde, c'est un problème de pauvreté, c'est pas du tout un problème de ressources, en fait, aujourd'hui. Et donc, redonner à l'ensemble de la paysannerie du monde les moyens de construire sa propre autosuffisance alimentaire, c'est ça qui est la clé de l'alimentation mondiale. Et pour ça, il faut utiliser des techniques qui ne sont pas celles de l'agriculture conventionnelle. Il faut utiliser, par exemple, ce qu'on va appeler des cultures associées. Au lieu d'avoir des cultures pures, donc une seule plante dans une parcelle, on va avoir plusieurs plantes à la fois dans la même parcelle. Et qu'est-ce que tu pourrais nous citer comme exemple ? En Amérique latine, il y a un type de culture associée qui est très connu qu'on appelle la milpa, qui utilise maïs, haricots et courges, où le haricot va avoir l'avantage d'apporter de l'azote dans le sol, parce que c'est ce qu'on appelle une légumineuse. C'est une plante qui sait capter l'azote atmosphérique et le transformer en azote organique stable dans le sol. Et puis le maïs va servir de tuteur au haricot. Et la courge va servir à couvrir le sol à la période où le maïs et le haricot ne sont pas encore assez développés pour capter de l'énergie solaire. Alors ça ne fonctionnerait pas forcément de la même manière en Europe, la courge ne se développerait pas plus vite que le maïs, mais j'ai vu au Bénin des systèmes de culture associés avec 13 cultures différentes, c'est-à-dire des buttes de manioc et d'igname, au fond du riz, sur les côtés du mil, du maïs, du sorgho, et puis tout autour des buttes des légumes, gombo, niébé, donc tout un tas de cultures où on va avoir à la fois des plantes qui vont fournir des grains, des plantes qui vont fournir des feuilles, des légumineuses qui vont donc amener de l'azote et apporter des protéines pour les gens qui vont les manger. Donc avec ce genre de système, on a une assurance au risque. Parce que si jamais les conditions de l'année sont telles que certaines des cultures vont moins bien marcher, les autres vont marcher encore mieux. Si une année est mauvaise pour l'igname, elle sera peut-être très très bonne pour le riz. Et vice-versa. Donc il y aura toujours de quoi manger. On ne sait pas d'avance quel va être l'équilibre alimentaire de l'année à venir, mais il y aura toujours de quoi manger. Donc ça, c'est vraiment la base. Techniquement, c'est ce qui est le plus performant de très très loin. Et pour la France aussi ? Alors en France, d'une certaine manière, en maraîchage, c'est courant. Enfin, beaucoup de tes cousines, Marceline, sont cultivées avec plein d'autres légumes autour, alors souvent en rang alterné. Mais ça peut être aussi en intercalé sur le rang. Je ne connais pas assez bien la culture des aubergines parce que moi je suis breton et chez moi, malheureusement, on a un peu de mal à faire venir des aubergines. Elles arrivent vraiment à l'automne et ça devient court. Mais les fraises vont très bien être associées avec des poireaux et de l'ail, par exemple. Si on met les fraises en quinconce et puis qu'on met du poireau ou de l'ail intercalé, on a des plantes qui vont se protéger mutuellement des maladies et qui vont très très bien pousser. En système de culture de type céréales, ce qui se fait aussi beaucoup en Europe maintenant, en bio, c'est des mélanges de céréales et de légumineuses. On va mettre du blé, du triticale, de l'orge, de l'avoine, qu'on va mélanger avec de la vesse, du pois, enfin des grands pois, ou de la févrole. Et en fait, il suffit juste d'avoir des plantes qui arrivent à maturité en même temps. Et on passe la moissonneuse-batteuse. Tout bêtement. Le pois, la févrole ou la vesse sont moissonnés en même temps que la céréale. Et comme de toute façon, c'est des cultures qui sont à destination de l'alimentation animale, qu'on les mélange dans l'auge en les cultivant séparément, ou qu'on les cultive ensemble et qu'on les ait mélangés dès le départ, ça ne fait pas de différence en fait. Et si on veut faire des séparations, par exemple pour du blé, pour faire du pain, on a des systèmes de trieuses qui permettent de séparer les grains ensuite. Donc on peut avoir soit des systèmes mécanisés comme ça, soit des systèmes manuels comme le maraîchage, où là c'est très facile de faire des cultures associées. Et à l'échelle mondiale, comment ça se passe ? À l'échelle mondiale, il y a des équilibres agricoles assez pervers. Et l'agriculture conventionnelle, non seulement elle est techniquement pas très performante, parce que les cultures pures c'est pas très performant, mais en plus, elle crée des spécialisations et des circuits d'échange qui créent de la misère. Moi qui habite en Bretagne, j'ai autour de moi beaucoup d'élevages laitiers. Les éleveurs laitiers de Bretagne importent du soja du Brésil pour nourrir leurs vaches.
Les vaches, normalement, elles devraient manger de l'herbe, hein, parce que leur appareil digestif est fait pour valoriser la cellulose, ce que nous, on ne peut pas faire. Mais on a pris l'habitude de nourrir ces vaches avec du maïs, qu'on cultive là en culture pure, donc avec plein de problèmes. Et puis, on fait venir du soja pour compléter l'équilibre alimentaire des vaches. Et en fait, une ferme bretonne qui se dit relativement petite, avec, mettons, 80 vaches sur 50 hectares, si on rajoute les hectares de soja au Brésil qui sont nécessaires, en fait, c'est 80 vaches sur 80 hectares. Et donc, c'est pas si performant que ça, parce que oublier les 30 hectares du Brésil, c'est scandaleux. Pourquoi, sous prétexte que c'est au Brésil, ça ne compterait pas? Parce que ces hectares, quand ils sont au Brésil, en échange, ils ne servent pas à nourrir les gens. Et en fait, on a au Brésil aujourd'hui d'anciens grands domaines qui avaient énormément de main-d'œuvre, qui ont remplacé leur main-d'œuvre par de la mécanisation et de la chimie, et cette ancienne main-d'œuvre meurt de faim dans les favelas. Et les favelas, à 95%, c'est des paysans, enfin des salariés agricoles qui ont été mis au chômage, ou leurs enfants, leurs petits-enfants maintenant. Et en fait, la misère, c'est la faim. Oh. C'est quand même terrible. Le Brésil est un pays qui est excédentaire sur le plan alimentaire, qui pourrait nourrir plus que sa population, et pourtant 12 millions de Brésiliens souffrent de la faim. Dans les fameux 800 à 900 millions d'humains qui souffrent de la faim tous les ans, il y a 12 millions de Brésiliens. Oh là là. Et puis, en plus, on a des petits paysans qui arrivaient à vivre, qui aujourd'hui ne sont plus compétitifs dans ce système-là, et soit essayent de trouver des terres un peu plus de surface en déforestant l'Amazonie, soit vivent eux-mêmes très mal, n'arrivant même pas à se nourrir correctement. Donc on a à la fois des gens qui ne sont plus paysans et qui meurent de faim, et on a des petits paysans qui ne produisent plus assez pour se nourrir, parce que le marché agricole est devenu absolument plus rentable pour eux. Donc le soja qui nourrit le bétail de Bretagne, c'est un exemple parmi d'autres. L'huile de palme, c'est encore pire d'une certaine manière. Je ne sais pas si on peut dire que c'est pire, c'est aussi catastrophique avec des conséquences emblématiques comme la possible disparition des orang-outans, ce qui est absolument catastrophique. Mais toutes ces cultures-là ont cet effet de création de misère dans les pays où elles sont produites, alors que si on faisait des cultures vivrières diversifiées, les gens là-bas vivraient très bien en fait. La dernière fois qu'on s'est vu, tu nous avais parlé également du problème énergétique lié à cette agriculture. Alors, un des problèmes de l'agriculture conventionnelle, qui est la conséquence du choix d'avoir des cultures pures, d'avoir une standardisation des variétés et d'avoir une surmécanisation, c'est qu'on en arrive à un niveau où le bilan énergétique devient négatif, ce qui est délirant. Parce qu'en fait, on oublie trop souvent de se poser la question pourquoi est-ce qu'on mange. Si les humains mangent, c'est parce qu'on va récupérer de l'énergie dans les aliments qu'on va ingérer. Parce que nous ne sommes pas capables d'utiliser l'énergie du soleil. Toi, Marceline, tu peux utiliser l'énergie du soleil. Les animaux vont utiliser l'herbe qui a utilisé l'énergie du soleil. Mais nous ne savons pas digérer l'herbe, on ne sait pas tirer de l'énergie de la cellulose, contrairement aux herbivores, et on ne pratique pas la photosynthèse. Donc notre seule source d'énergie, c'est d'être des parasites finalement, d'aller manger d'autres formes de vie. On mange pour obtenir de l'énergie. Alors également des éléments minéraux, mais les éléments minéraux, c'est très facile de les avoir. Si on mange bien 5 fruits et légumes par jour, tout va bien. Le facteur limitant, c'est vraiment l'énergie. C'est pour ça que les rations alimentaires sont calculées en énergie. Kilojoule ou kilocalories, c'est des mesures d'énergie. Donc le premier bilan qu'il faudrait faire en agriculture, quand on parle de rendement, en fait, le premier rendement qu'il faudrait calculer, c'est le rendement énergétique. Pour une unité d'énergie qu'on va investir dans le système, parce qu'on peut investir, il y a l'énergie solaire qui arrive, mais on peut investir de l'énergie pétrolière ou du charbon ou de je ne sais pas quoi, pour permettre de produire encore plus. C'est une logique d'investissement. Si on veut doper le système en introduisant une unité d'énergie fossile, on pourrait se dire, on va produire, mettons, 10 unités d'énergie assimilables par l'homme. En fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. En Amérique du Nord, les derniers calculs qu'a fait Pablo Servigne établissent qu'il faut 15 unités d'énergie fossile pour produire une unité d'énergie assimilable par l'homme. On consomme 15 fois plus d'énergie fossile qu'on ne produit d'énergie humaine. Alors en Europe, on n'en est pas encore là, on est quand même négatif. C'est-à-dire on est quand même à peu près 2 fois plus d'énergie fossile consommée que d'énergie produite par l'alimentation. Ça dépend des systèmes. Certains systèmes sont positifs. Et en fait, on pourrait dire, mais pourtant ça marche. Oui, ça marche tant qu'on a du pétrole. Tant qu'on peut effectivement aller chercher de l'énergie autre que solaire pour faire fonctionner ce système agricole, ça fonctionne plus ou moins. Mais d'un point de vue agronomique, d'un point de vue thermodynamique, c'est totalement suicidaire. C'est impossible à faire durer longtemps. Cette agriculture-là, elle nourrira jamais même 7 milliards d'humains à long terme, c'est pas possible. Elle est moins performante que la chasse et la cueillette. Il est urgent aujourd'hui de redonner à l'agriculture sa logique, c'est-à-dire optimiser l'énergie solaire. C'est pour ça que les cultures associées notamment sont très utiles.
et puis éviter tout ce qui va être gourmand en énergie fossile. Eh bien, merci Jacques.